Et salut à tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien. C'est Marseille et en direct de Marseille et ce classico qui arrive dimanche. Et ce classico que j'ai envie de prendre un peu de manière légère avec Quentin. Comment ça va, Quentin? Salut Maxime, comment vas-tu? Prenons les choses à l'envers aujourd'hui. Oui, avec légèreté. Et qui dit Tout à légèreté fait. dit invité de choix parce que nous avons Joe Ferdinand avec nous. Il était là au match aller, ça s'est très mal passé pour nous. On a Alors, dit- du coup, le choix de l'invité est-il pertinent? Parce Oui, que, oui, parce que est-ce ouais, que l'invité influe, tu vois? Non. ouais. Voilà, si on doit se la prendre, on se la prendra. Comment tu vas, Joe? Eh ben, ça va nickel, ça va nickel. Précisons quand même que on enregistre, mercredi Tout et à donc fait. je suis encore, sur des émotions, excessives peut-être. Voilà, Bien sûr. si jamais il y a des amis marseillais qui écoutent le podcast, dimanche à 19h, c'est C'est normal que normal. je sois torse nu, tu vois? Ouais, il est torse nu et encore il reste poli parce qu'il fait peut-être autre chose. Mais bon, ça, on en dira pas plus. Oh oui, mon Discrétion, Lucho! Oui, mon Luis Enrique, oh oui! Ah oui, discrétion de l'auditeur. Voilà. exactement. Toujours donc en parallèle du match au MPSG, Pierre-Emile Højbjerg qui est forfait pour un mois, Quentin. Ouais, bah, c'est. Alors, j'aurais parlé d'un coup dur il y a quelques semaines. Là, c'est presque une aubaine. Ouais. Parce que, bon, pour avoir vu ses dernières sorties, il est de moins en moins bon. Alors, est-ce que c'est tout simplement, on va dire, un problème physique et qu'il avait besoin de repos? Bon, on va mettre ça sur ce compte-là parce que jusque-là, il avait été plus ou moins irréprochable sur. Blessure au pied, apparemment. Ouais, voilà, il touchait au pied, qui se repose, qui voilà, le match contre Paris, il y aura du monde pour remplacer au milieu. Moi, je me fais pas de soucis pour le milieu de terrain. 3 semaines, ça laisse le temps de la trêve internationale. Il y a un sprint final encore après, avec 8 journées, qui sont, alors je pense qu'on fera un petit peu le point là-dessus, pas forcément sur ce podcast, mais dans de prochains épisodes sur le calendrier restant, parce que quand on regarde un peu les matchs qui restent, il n'y a pas de grosses rencontres à négocier, si ce n'est les déplacements à Monaco et Lille. Ah oui. Sinon, le reste est plutôt abordable. Donc, Mais là, c'était abordable. oui, non Mais mais, la enfin, suite, non mais regardons en avant, ne regardons oui, pas en arrière. bien sûr. Sur le papier, là, il y a des équipes comme Montpellier, par exemple, Le Havre, Rennes, qui sont totalement prenables. Donc, moi, je pense que il doit, voilà, se reposer, revenir en forme, Mmh. et puis qu'on ait une fin de saison, 2 derniers mois, De toutes les manières, parfait. si tu veux finir deuxième et si tu veux te conforter dans ta qualification pour la Champions League, tu te dois de faire des résultats positifs, Mmh. au moins minimum troisième pour être sûr de faire partie de cette nouvelle formule de la Oui, mais on doit Champions avoir League. cette ambition de finir deuxième, Maxime. Oui, non, mais bien évidemment, un deuxième, il y a aucun problème. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas consolidé encore cette deuxième place. Ouais. Nous sommes à peine, mais je dirais à peine, à 16 points du Paris Saint-Germain. Eh, Joe, c'est Franchement, bon. ça va, hein? Oh, ça va. Non, franchement, ça va parce que on vous pousse vraiment derrière, quoi. Vous sentez la pression, Joe, je Le pense. souffle. Sur notre nuque, ouais, Ouais. on a assez chaud, on sent votre souffle et vraiment on a peur, quoi. J'ai Dimanche, des Roland de pastis, Ah peut-être. ouais. ouais, on a peur pour dimanche. Ça va être, un match qui va jouer pour le titre, hein, faut le dire clairement. Ah, c'est un tournant! Donc C'est un tournant! ouais, c'est un tournant. Moi, je pense que si l'OM l'emporte au Parc des Princes, ça sera, un acte fondateur pour le titre, de champion de Bien France. sûr, Donc on parle même de peut-être éventuellement ce qui serait mis dans les escarcelles côté parisien, ça serait en cas de défaite de nul, peut-être licenciement ou limogeage de Luis Enrique. alors j'ai des petites indiscrétions moi, Ouais. je vous les donne en exclu. Apparemment Nasser, Luis Campos et même Luis Enrique pourraient sauter tous les 3, Ah oui, ah d'accord. puisque au Qatar on est très, très énervé par la situation actuelle. Donc Ah bien sûr. le match de dimanche vaut même, 6 points pour Paris. Et j'irai même plus loin parce que moi j'ai ma source qui est au journal de Mickey notamment. Ah oui, Heu, oui, et Mickey Foot d'ailleurs. bien sûr la rubrique sport dans le journal Mickey, très bonne source, qui dit que le Qatar désisterait complètement du club, quoi. Ah oui, Enfin, oui, c'est Exactement, en ouais, cas de exactement, ouais. donc autant de vous dire que côté parisien, on est ultra, motivé pour, vraiment ah bah, comme pourquoi jamais. oui, quoi, pourquoi pas avoir, peut-être, si je compte bien 6 et 3 ça fait 9 donc 19 points d'avance qui serait, vraiment, on va dire, pas confortable du tout. Non, pas assez, pas assez. Revenons au sérieux, bien évidemment un petit peu, parce qu'il faut quand même Ah être parce un peu qu'on l'était pas? on ah
cher auditeur, à vous de juger le sérieux Oh. de l'émission. Mais À combien vous notez ma source? voilà, là, surtout la journal de Mickey Foot, hein, surtout celle-là. Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, j'ai besoin de Voilà, savoir. surtout Mickey Foot. Mais bien sûr, aucun supporter marseillais, on en a parlé en off avec Joe, ne sera présent au parc ni aux abords. Attention, amis marseillais, quelle imprudence si vous mettez votre belle tunique blanche et bleue aux abords. Même un survêtement Lacoste aux couleurs de l'OM ne passerait pas. Même un maillot, je dirais même du, je sais pas moi, de JS Pen Mirabeau ne passerait pas parce que, comme tu nous as dit, Joe, ça joue à l'anglaise. Tout maillot étranger au Paris Saint-Germain, tu rentres à la maison. Ouais. C'est là où tu vois quand même la compétence de nos autorités, puisque Paris, les supporters parisiens se sont déplacés en nombre à Anfield. Il s'est pas passé grand-chose. Pareil pour Lille à Dortmund il y a une semaine. Et il me semble même que là, au moment où on parle, au moment où on enregistre, il y a un certain Lille-Dortmund et que il y a des supporters du Borussia au stade. Donc je sais pas. Moi, Les autorités savent faire quand elles veulent. La Oui. preuve avec les JO, c'était quand même un événement mondial. Ah oui, bien sûr. Et tout s'est bien passé, alors qu'il y avait peut-être des populations à risque. Je sais pas s'il y avait des nations où ça chauffe et qui sont déplacées. Bref, il y avait un risque quand même parce que ça, on parle d'un événement mondial. On peut organiser des choses en France, sauf qu'en fait, il faut le vouloir. Et la facilité pour les préfets et pour pour la police, c'est vraiment d'aller au plus simple et d'interdire bêtement et simplement les déplacements. Mais ça, c'est un Contourner, problème qui date depuis maintenant presque 10 ans. Hein, donc contourner le problème, quoi. Enfin, c'est pas le résoudre, le contourner. C'est exactement. Bien voilà, sûr. la spécialité de nos instances depuis 10-15 ans. Et c'est vrai, et c'est vraiment moi je trouve que ça retire beaucoup de sel à ces matchs-là, Bien sûr. parce que franchement l'OM se déplace toujours en nombre. Alors vraiment s'il y a un point commun entre le PSG et l'OM, c'est que les parquages extérieurs sont toujours bien fournis. Donc il y a toujours une voie extérieure du coup dans le stade voilà qui accueille le classique ou qui accueille le PSG ou l'OM, et ça manque un petit peu de sel. Ça manque un peu de ça. Ça manque d'une petite bâche marseillaise au Parc des Princes, ça manque d'une bâche parisienne au Vélodrome, ça manque voilà d'électricité aussi en tribune. Je pense que ça renforcerait encore un petit peu cette tension autour des matchs qui maintenant est aseptisée, en plus du fait que sportivement, on a deux équipes qui sont sur deux planètes différentes malheureusement. Exactement. En parlant de planète, bon, on va venir à dimanche. Volet classique. Alors j'aime pas le mot le classique parce que ça fait référence au classico. Le classico pour moi c'est espagnol. On doit avoir notre identité nous en Ligue 1. Hein, on en manque cruellement. OM PSG ça n'a pas de nom hein, normalement. Le classique c'est bien. Oh non, c'est que ça va ça. Le match des tracteurs, sinon, pour reprendre le Ouais, terme. oui, alors c'est vrai Oui. c'est vrai qu'on a une réputation de Farmer League et je tiens à souligner, déjà à féliciter les Parisiens de faire ce que nous, Olympiens, n'arrivons pas à faire, c'est-à-dire nous qualifier pour des phases finales de Ligue des Champions. 13 ans. Et 13 ans, voilà. Donc ça, c'est vrai que même si on n'aime pas le club et qu'on n'est pas supporter du tout, il faut quand même souligner que même s'il y a des sous, il y a des milliards en jeu, c'est quand même le Paris Saint-Germain, c'est quand même pour le moment la vitrine de ta Ligue 1. Et ça, il faut le respecter. Et c'est vrai que on en a parlé en off. Je suis content que on ferme un peu le caquet aux Anglais, notamment sur le côté Farmer League parce que on a battu si je dis pas de bêtises, le leader de la première ligue. Donc enfin la France, le PSG a battu la leader de la première ligue, donc je suis content que les Anglais, à titre personnel, se la ferment un petit peu et reconnaissent que le championnat français n'est pas un championnat si pourri que ça. Parce qu'on En a vu. sachant que à la veille du match, le jour du match, la veille du match, le matin du match, en Angleterre, ça commençait à ressortir la carte de l'arrogance française. Ouais. Donc non, il n'y a pas d'arrogance française. Le Paris Saint-Germain écrase les autres en Ligue 1 et ça, je le regrette en tant que supporter parisien parce qu'il n'y a pas de sel dans ce championnat. Mais le Paris Saint-Germain est fort. Le Paris Saint-Germain a le niveau pour rivaliser avec les meilleures équipes du continent. Liverpool en fait partie, c'est pas de l'arrogance, c'est juste le Paris Saint-Germain montre des choses et c'est juste que voilà, c'est comme ça qu'il faut prendre les matchs, tu vois, quand c'est le Real Madrid qui se pointe ce soir au Metropolitano, ils vont pas arriver et dire non, mais c'est un match compliqué, on va essayer de faire du non,
ils vont arriver, ils vont dire on est le Real Madrid et ils vont essayer de gagner le match. C'est pareil pour beaucoup de grandes équipes. Donc ce côté arrogance française, il n'y a pas d'arrogance française. Le Paris Saint-Germain, pour une fois, montre des belles choses. Pour une fois, n'est pas ridicule en Coupe d'Europe, ou tout du moins, ils sont parfois très bons, mais épisodiquement. Là, ils ont été très bons et il n'y avait pas d'arrogance française ou quoi aux caisses. Liverpool s'est fait battre aller-retour. Donc voilà, il y a rien à dire. Mais les Anglais aiment pas quand il y a meilleur qu'eux dans le football. Ouais, ben il faut qu'ils s'habituent parce que c'est vrai que City n'étant plus là, enfin l'ère des Citizens étant finie, veut dire maintenant il faut qu'ils sachent que ce ne sont pas les rois du football, il y a d'autres équipes et il faut rappeler quand même que les derniers vainqueurs de Ligue des Champions sont souvent des Espagnols. Donc, si on devrait vraiment parler de référence en termes de football, on devrait plutôt regarder du côté de l'Espagne et moins de l'Angleterre. Ce n'est que mon avis. Pour le Classico, déjà, je sais que Joe, après, je vais donner la parole à Quentin sur ce qu'il voit comme milieu de terrain, hein, parce que on l'a dit en préambule, là, on a la blessure de Pierre-Emile Heubière. Parle-nous de tes peurs, parce que je sais que là, actuellement, de nous recevoir avec cette qualification, on va dire, très dure face au reste de Liverpool, je sens quand même que vous caguez un peu dessus quand même, de recevoir les Marseillais, vraiment, on va dire en plus une équipe de l'Olympique de Marseille qui, on va dire, qui a été battue par une modeste équipe lensoise. Donc, on est en panique, ouais, et c'est vrai que ça va être un match compliqué pour nous. Non, plus sérieusement, je pense que cette équipe du Paris Saint-Germain, peu importe l'adversaire, elle va réciter ce qu'elle sait faire. Pardon, j'ai encore, c'est comme je suis torse nu, j'ai chopé froid forcément. oui, forcément. Mais cette équipe, j'ai l'impression que peu importe le contexte, peu importe l'adversaire, peu importe le lieu, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, elle va jouer son football qu'elle joue très bien depuis 3 mois et pas avant, il faut être honnête. Donc peu importe le visage de l'OM qu'il y aura dimanche, je pense que Paris sera au rendez-vous et encore plus dans les classiques. Parfois même le Paris Saint-Germain, dans son ADN, quand ça va pas bien, prend ce match contre l'Olympique de Marseille au sérieux. La preuve, je me souviens d'un match après la Ligue des Champions, où, je crois que c'est en 2018, où il y a limite une grève des supporters et il y a le classique juste après et Paris fait le taf. Donc non, je pense que dimanche le Paris Saint-Germain va prendre ce match par le bon bout et je suis pas sûr que l'OM avec ses doutes actuels puisse vraiment faire quelque chose. Après, c'est toujours des matchs particuliers. Tout à l'heure, on parlait de l'absence de Højbjerg. Je trouve qu'elle est quand même regrettable, cette absence de Højbjerg, parce que c'est un joueur qui, dans ce genre de match, qui parfois sont à sortir de tout contexte du reste de la saison, c'est des matchs quand même particuliers, un peu comme des matchs de coupe, c'est des matchs de rivalité. Et je trouve qu'il aurait été utile dans ce milieu de terrain marseillais. Après, tant mieux pour nous, il sera pas là, même si je sais qu'effectivement l'influence d'Højbjerg, comme vous le disiez tout à l'heure, elle est moins grande qu'en début de saison. Je pense que pour ce genre de match, ce vice-là, ce vice qu'il a, c'est important. Mais voilà, on verra le match de dimanche. Moi, j'attends surtout un match compliqué pour Adrien Rabiot, je pense. Et je suis curieux de voir le visage qu'il va afficher forcément en tant que supporter parisien. Moi, j'ai une question pour toi, Joe, concernant le match de mardi, justement. Le fait d'avoir joué 120 minutes avec toute la pression que ça incombe et que voilà, il y a une pression énorme sur la séance de tir au but également. Est-ce que tu penses que ça aura un impact déjà sur le 11 que Luis Enrique peut mettre face à l'OM? Et est-ce que tu penses qu'il y aura une certaine forme de fatigue, qu'elle soit physique ou mentale, pour dimanche soir? Si ça avait été un autre adversaire, je t'aurais dit oui. Là, vu que c'est l'OM, je suis pas sûr. Et vu que c'est l'OM et au Parc des Princes, je suis pas sûr que Luis Enrique fasse beaucoup tourner. Ou à la rigueur, il fera des changements type Fabien Ruiz restera sur le banc là où il devrait être d'habitude. Pour Warren Zaïre-Emery par exemple, des rotations comme ça, je pense. Après, avec Luis Enrique depuis quelques semaines, il y a plus trop d'innovation. C'est vraiment, il aligne son équipe type ou alors il aligne vraiment les coiffeurs parce qu'il faut faire tourner, type le match de Rennes où il fait rentrer vraiment les cadres à la 70e minute et là le match change littéralement.
Donc, je pense que Luis Enrique va prendre ce match comme il se doit, c'est-à-dire le considérer comme un match important. C'est le Dauphin, c'est la rivalité PSG-OM, il la connaît, il a vu le Vélodrome. Donc, Bien je sûr. pense qu'il va prendre le match par le bon bout. Les joueurs vont prendre le match par le bon bout. Il y a des cadres dans le vestiaire, type Marquinhos, type Kimpembe, type Donnarumma aussi qu'on a vécu, qui connaissent ce contexte olympique de Marseille, Paris Saint-Germain. Donc, je pense que le match de dimanche, malgré la fatigue, comme tu l'as très bien dit, psychologique, physiologique, je pense que Paris sera au rendez-vous et alors l'OM peut être très grand ce soir-là et faire un grand match, mais ça fait très longtemps depuis l'époque Covid et même si on enlève du coup le fait que c'était à huis clos, ça fait très longtemps que j'ai pas vu l'OM être très très bon au Parc des Princes dans un match de Ligue 1. C'est vrai. Donc on verra. Il y en avait eu, mais bon, sans réelle victoire. Mais c'est vrai que oui, ça commence à faire, puisqu'il y avait eu la victoire en 2020, après en 2021 ou 2020, je sais plus. Enfin bref, pendant la saison Covid. Mais c'est vrai que ça manque de référence ces dernières années. Et moi, si je peux revenir sur le match de dimanche, je pense que de toute façon, de mon côté, je sais pas si tu penses pareil, Maxime, la forme du PSG, c'est secondaire pour moi. On n'a pas du tout la bonne mentalité pour entrer dans ce match. En tout cas, le match de samedi, moi, m'a fait peur, notamment sur les relances où ça a été catastrophique pendant 90 minutes. Et j'ai envie de te dire, heureusement que c'était lancé pas Paris ce soir-là, puisque sinon on repartait avec 7-0 dans la tronche. Maintenant, le fait que, en effet, Paris ait joué 120 minutes, qu'il peut y avoir un léger remaniement. Alors, est-ce que ça va jouer en notre faveur? Peut-être. Est-ce qu'on a encore en tête le match aller où on est passé complètement à côté? Est-ce que De Zerbi a conditionné ses hommes en fonction pour justement ne pas faire cette même erreur deux fois? Je l'espère, sincèrement. Que des mecs comme Luis Enrique ou Mason Greenwood ont été pris entre quatre murs et ont pris quelques claques. Voilà. Parce que sur les derniers matchs, c'est très très léger. On attend beaucoup plus de ces hommes-là. Et j'attends aussi beaucoup plus de rigueur, de prise d'initiative, de couilles en fait. Voilà, donnons les mots, parce que moi la deuxième mi-temps face à Lens, ça me reste encore en travers, Maxime. Quand tu as tellement de possibilités de frapper au but, alors ok, t'es à 20 mètres, mais frappe. On a l'impression d'avoir une équipe de handball samedi soir. Après les Lensois, enfin après le match contre Lens, ça a été aussi, pour moi, ça a mis aussi en évidence, et ce que je dis depuis maintenant le début de saison, c'est notre inefficacité offensive. C'est-à-dire que on peut avoir des matchs où on va dérouler, on a vu contre Saint-Etienne par exemple, et des matchs où il n'y a pas de régularité offensive en fait. Ouais, mais on peut pas parler d'irrégularité, sachant que t'as statistiquement l'une des meilleures attaques de Ligue 1. Je suis d'accord, mais contre les gros, contre Lille, contre Monaco. Ah, mais Monaco, tu gagnes. Tu gagnes, mais c'était encore, on va dire, c'était un début de saison, donc c'était encore, bon, voilà. Contre Lille, les deux confrontations, devant, c'était, on en vendangé, c'était, tu sens que contre ce genre d'équipe-là, d'ailleurs contre le Paris Saint-Germain, tu sens que devant ça ose pas. Il manque ce côté folie, la frappe, tu sais, le côté un peu jambal. Voilà, quand il y a pas de solution, on a comme on disait Jean Sabatier, la grosse carte. Tu vois. Mais sur des matchs un peu moins élevés en adversité, on a vu que cette équipe pouvait le faire. Oui, voilà. Mais ça reste néanmoins la deuxième attaque du championnat derrière le Paris Saint-Germain. Elle est capable de le faire, même face à une équipe comme le PSG. Elle est capable. Le match aller, j'ai envie de te dire, l'équation aussi qu'on ne pense pas dans ce match qui va arriver dimanche, et je sais pas ce que Joe en pense, c'est l'arbitrage. Et je veux pas faire le complotiste. Il y a pas de complot. L'arbitrage. Voilà, Monsieur Turpin, il y a pas de complot, il y a pas de corruption. Non, ça non, non, pas ça. Non, pas chez nous. Mais l'arbitrage a tué, même si on n'a pas fait les 20 premières minutes les plus de haut niveau au match aller au Vélodrome, mais le rouge que prend Amin Harit tue ton classico, très clairement. Il le tue parce que le rouge,
d'entrée peut-être discutable, on peut revenir sur les ralentis, bon, ça c'est passé, mais je pense que tu tues ton classico. Donc Monsieur Turpin, moi je veux dire aussi, nous, en tant qu'équipe, on parlait en préambule comme les Anglais, on aimait bien les taper parce qu'ils se moquent de nous, mais l'arbitrage doit être, pour moi, la vitrine de ton championnat. C'est-à-dire que des matchs comme ça doivent être bien arbitrés et le jeu doit primer. Alors bien sûr, sauf s'il y a attentat manifeste où il y a atteinte à la vie du joueur il y a aucun souci. Mais voilà. Et c'est vrai que cette saison, je suis habitué à ce qu'on soit sujet à des erreurs d'arbitrage vraiment manifestes. Et je suis pas, encore une fois, complotiste ou quoi que ce soit. C'est juste des faits. Joe, je suis pas non plus un Marseillais aveugle. Mais c'est vrai que quand tu regardes les ralentis sur des faits de jeu, tu peux marronner. Mais j'espère que l'arbitrage sera à la hauteur pour qu'on ait un match vraiment plaisant. Vraiment, parce qu'à Le l'extérieur. jeu sera au centre, quoi. C'est ça qu'on veut, Ouais. en fait. Oui, voilà. Surtout que l'OM à l'extérieur cette saison, c'est en forme globalement. On est pas mal avec. Deuxième équipe à l'extérieur. Ouais. Exactement. Donc pour moi, tout est réuni pour qu'on vive un beau match de football. Après, si on joue bien au foot, nous côté Marseillais, et qu'on perd parce qu'en face de toi, tu as plus fort que toi, t'as perdu. Y a pas de souci, c'est le sport. On peut pas gagner tout le temps, mais tu seras tombé sur plus fort que toi, mais tu auras donné ton maximum. Moi, ce que je veux pas voir, c'est le scénario du match aller. C'est 11 joueurs apathiques qui se sont littéralement chiés dessus, parce que même à 10, tu pouvais essayer de faire quelque chose, comme tu l'as fait à Lyon. Ben non, tu ne l'as pas fait, parce que c'est peut-être le Paris Saint-Germain, parce qu'il y avait peut-être une tactique en place, parce que les joueurs sont d'une autre classe, peut-être. Mais comme il disait Joe, ce sont des matchs qui sont importants. C'est la vitrine de ta Ligue 1. On parle encore des droits télé, là on est encore en plein dedans. Pour moi, ça doit être une fête du football. Donc j'espère que nos joueurs vont prendre en considération le contexte. On a quand même des joueurs d'expérience, on a quand même des Benasser, parce que je sais pas toi, mais je vois une milieu de terrain Rongier Benasser pour ce match-là. Rongier qui a vécu des classicos, Benasser qui a joué des Juventus Milan, qui a joué des Milan Inter, donc qui est habitué à ce genre de match-là. Rabiot, c'est quand même un joueur d'expérience. On a quand même des joueurs très expérimentés, et je pense que on peut faire un résultat si on se donne les moyens. Moi, je dirais pas forcément une victoire, mais un match nul, on pourrait le faire. Après, voilà, c'est. Tout le monde signe pour un match nul. Mais toi, Dio, qui a une vision plus extérieure et plus vraiment très extérieure de l'Olympique de Marseille, si on doit rester sérieux, quelles seraient vraiment tes craintes? Je sais que bon, vous êtes une équipe qui craignait pas grand monde sur la scène européenne, mais on a vu qu'en championnat, vous avez quand même des fois un petit peu des trous d'air, mais vous gagnez quand même. Quelles seraient vos craintes, vous, sur ce classico? Le problème, c'est que j'aurais pu te dire une crainte. Moi, j'ai du mal à vous lire, en fait. Vous êtes le club que je regarde le plus, à part le PSG. Et j'ai du mal à lire vos matchs. J'ai du mal à lire vraiment l'apport de Greenwood et de Luis Enrique. Mais si je devais dire les menaces marseillaises pour dimanche, c'est bien évidemment ces deux joueurs-là. Même si Greenwood, je trouve qu'il a un totem qu'il faudrait lui retirer et le mettre sur les poteaux pour faire voilà, pour un petit peu le secouer, hein, l'épreuve de Koh-Lanta, tu vois. Ouais. Non, mais je trouve que Greenwood, il faudrait un petit peu le challenger. Luis Enrique peut-être peut être inquiétant dimanche. C'est vraiment moi les deux grosses craintes, parce que finalement tu as quand même deux latéraux, Hakimi et Nuno Mendes, qui ont donné, comme on disait tout à l'heure, beaucoup avec la prolongation. Ce sont des joueurs qui font beaucoup de courses, qui sont pas crevards sur les efforts. Donc forcément, s'il y a menace, ce sera plus Luis Enrique et Greenwood. Parce que certes, Gouiri, moi c'est un joueur que depuis son arrivée à Rennes, que moi j'aime beaucoup. Quand il était à Rennes, quand on était avec Passion Saint-Germain, on avait fait un mercato idéal, et j'avais dit à l'époque que j'aurais bien aimé choper Gouiri, parce que je pensais qu'il y avait un potentiel et qu'on aurait pu le développer. Donc j'aime beaucoup Gouiri, mais je sais pas, j'ai du mal encore à savoir vraiment ce qu'il vaut ce joueur dans les top matchs. Même s'il est très bon avec l'Olympique de Marseille depuis qu'il est arrivé. Donc oui, là, pour moi, la principale menace, c'est le génie inné de Greenwood, et pareil chez Luis Enrique.
Après, je sais pas, je trouve que cet Olympique de Marseille, pour moi, il est trop irrégulier et surtout trop friable derrière. Je trouve que dans la profondeur, vous faites trop avoir. J'ai trop d'images en tête. Je crois Ah que oui. c'est le match de Strasbourg au Vélodrome où Emega, il a juste à faire une course. Il y a aussi quelques courses de Nantes au Vélodrome où vraiment t'as juste à prendre bien la profondeur et l'alignement. Je crois que c'est Balerdi Cornelius. Parfois mais je comprends pas du tout cet alignement. Tu sais pas qui gère le mec qui fait la course axiale. Je te rassure, même pas eux le comprennent l'alignement, je pense. Ouais, tu vois, donc c'est la profondeur que votre gestion de la profondeur, moi, qui m'inquiète chez vous et du coup qui me fait dire que ça va être bon pour Kvara, ça va être bon pour Barcola, ça va être bon pour Dembélé, etc. Donc si moi le match, je trouve que Marseille est illisible. Surtout à domicile, donc j'ai du mal un petit peu à jauger par rapport à notre niveau à nous, tu vois, où nous je sais qu'on est sûr de nos forces, les circuits de passe, qui est bon, qui est pas bon, qui est lisse, tu vois, Lee Kang-in par exemple, il va gentiment rester sur le banc, tu vois, je sais un petit peu comment le Paris Saint-Germain va faire sa partition, c'est-à-dire une équipe qui va vouloir avoir le ballon et même si elle l'a pas, eh ben en contre elle est très très douée aussi pour faire du sale. Alors que vous l'OM, j'ai du mal vraiment à savoir sur qu'est-ce que vous allez nous proposer? Parce que même le match de Nantes, par exemple, franchement, s'il n'y a pas ce temps fort de 10 minutes que vous arrivez bien à gérer, ben, c'est encore galère pour vous, quoi, alors que vous êtes à domicile. Donc, ouais, j'ai du mal à vous lire. Donc, je ne sais pas vous avancer, hein, mais j'ai du mal à lire ce que vous pouvez nous poser comme problème, quoi. Alors, tu parlais de possession. C'est bien parce que j'allais y venir. Le Paris Saint-Germain, c'est une équipe aussi qui aime la possession. Bon, on l'a vu contre Liverpool. Déjà au match aller où vous avez fait un 70-30 quand même contre Liverpool, c'est beau. Enfin, c'est quand même une grosse perf. L'Olympique de Marseille aussi, ben, à l'image de Lens, une équipe qui on a eu le ballon quasiment tout le temps. Donc, donc comment le PSG, est-ce que le PSG sait justement jouer face à une équipe qui a le ballon? Est-ce que ça va pas poser problème? Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, peut-être que nous, l'OM, on aura forcément le ballon dans ce match-là. Est-ce que le fait est que on aurait le ballon que certaines équipes que vous avez rencontrées serait un problème? Oui, un problème oui et non. Le truc c'est que, comme on a des menaces offensives, type Kvara, type Dembélé, type Barcola, qui vont très, très vite en contre aussi, les équipes qui osent, prendre le ballon, il y en a pas des masses. La preuve, Liverpool a préféré faire bloc bas au Parc des Princes, de crainte d'avoir des flèches qui partent dans le dos. C'est fou ça. Donc honnêtement, j'ai pas beaucoup de références d'un PSG vraiment avec vraiment l'équipe type, hein. Je te parle pas par exemple du match de Rennes où les cadres sont pas principalement au repos, mais j'ai pas le souvenir de beaucoup d'équipes vouloir à tout prix le ballon contre nous, parce que voilà, il y a aucune équipe qui en Ligue 1 n'ose le faire. Donc honnêtement, si vous voulez le ballon, prenez-le. Mais je suis pas sûr que le Paris Saint-Germain vous le laissera, parce que c'est aussi une façon pour Paris de défendre. C'est une technique qui est aussi très très, très ancrée chez Luis Enrique et dans la culture espagnole, c'est que la meilleure façon de défendre, c'est avec la balle et pas sans la balle. Donc quoi qu'il arrive, c'est vraiment ce que veut le Paris Saint-Germain. Ils veulent le ballon et quoi qu'il arrive, même si jamais tu veux le ballon toi aussi, et ben Paris va endormir le match. Ils ont eu un peu de mal à le faire hier, à le faire à Anfield, mais ils vont essayer d'endormir le match, redoubler les passes, même un petit peu de vis parfois. J'ai vu Donnarumma faire simuler une blessure au genou hier à Liverpool, tu vois, un petit peu de vis pour finalement tuer un peu ce match et garder le ballon, garder la possession. Donc oui, j'ai pas de référence d'une équipe là sur les 3 derniers mois depuis que le Paris Saint-Germain a un très très bon niveau. J'ai pas de référence d'une équipe de Ligue 1 ou de Ligue des Champions qui veut le ballon. Bah si, t'as City forcément Mmh. qui l'a voulu, mais qui au final a vu que Paris allait vite en contre. Donc au final, est-ce qu'ils auraient pas dû finalement nous le laisser ce ballon pour faire un petit peu comme Liverpool et nous faire tu sais cette possession de handball là autour de la surface. Ouais, Peut-être que City aurait dû, tu vois. ou faire comme l'Atlético qui vous a surpris, quoi. Ouais, exactement. Tu fais une défense avec une ligne de 5, une ligne de 4, et puis on n'en parle plus, tu vois. C'est là où de toute façon Luis Enrique historiquement dans sa carrière a eu du mal, hein. C'est quand tu as une équipe qui est très très bien organisée,
avec 2 rideaux quasiment impassables, avec un gardien qui est très très bon. Et puis voilà, Luis Enrique, il pourrait t'en citer des centaines des matchs comme ça difficiles pour lui. Donc franchement, si vous voulez le ballon, c'est limite tout bénef pour le match, parce qu'il y aura du spectacle, je pense, parce que Paris c'est aussi contré. Mais je suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour vous de voir cette possession, quoi. Mais du coup, j'espère, et ça revient un petit peu sur l'arbitrage. Ouais. J'espère que le match sera pas gâché, parce que le match a été gâché à l'aller par un carton rouge, peu importe de quel côté. Même si nous, quand on a un carton rouge, on gagne au Vélodrome. Ah là, le petit chambrage, il est passé. Mais non, mais j'espère que ce match sera pas gâché par l'arbitrage. Parce que j'espère que De Zerbi va proposer quelque chose tactiquement à Luis Enrique. Parce que Luis Enrique respecte énormément Roberto De Zerbi. De toute façon, il respecte tous les coachs. Autant il aime pas trop les journalistes, autant il respecte ses collègues. Il a énormément d'admiration pour ses collègues. Donc, je pense qu'on peut avoir une belle bataille tactique si Roberto De Zerbi trouve le moyen de nous embêter. Et peut-être que le facteur physique, psychologique de Liverpool pourra jouer en votre faveur. Moi, tu penses vraiment que, au contraire, moi je dirais que le facteur psychologique de Liverpool joue en votre faveur à vous. Vous êtes qualifié. Ouais. Mais tu sais pourquoi j'ai ce discours-là, et ça te montre à quel point Luis Enrique fait un boulot absolument phénoménal. La preuve, il a réussi à retourner des éditorialistes d'RMC type Riolo et compagnie. Il a réussi à les retourner en 3 mois. Après, parce qu'il faut pas faire des bilans à la mi-saison aussi. Ils sont très versatiles aussi, ces gens. Mais c'est pour te dire à quel point Luis Enrique, on se rend pas compte du boulot qu'il fait. C'est-à-dire que il a réussi déjà l'an passé, l'an passé quand il y avait encore Mbappé, il a réussi à calmer tout le monde quand il disait mais calmez-vous. Au pire des cas, on se fait éliminer par Dortmund. Mais c'est pas une question de vie ou de mort. Il y a plus grave dans la vie. Et tu te dis c'est un message bateau. Mais sauf qu'au final, regarde ce qui s'est passé à Anfield mardi soir. Et t'as une équipe qui, pendant la prolongation, on a vu la capture un peu partout, ça gueule, ça a la hargne, ça a la dalle. T'as Désiré Doué qui a 19 ans qui a dit bah ouais, moi je prends le penalty, c'est pas grave, il y a pas mort d'homme, au pire des cas si je me rate, c'est pas grave. Donc en fait, Luis Enrique a apporté à la fois une sérénité et un état d'esprit où tu te dis, tu prends les matchs les uns après les autres, c'est super bateau, c'est pas sexy ce que je te raconte, mais tu prends les matchs les uns après les autres, tu respectes ton adversaire, et bien évidemment, quand il y a un match plus important, tu vas l'avoir en tête. Mais c'est pas parce que tu l'as en tête que le travail avant ce match-là, tu peux pas le faire sérieusement. Tu vois, après Rennes, pardon. Il a dit bien évidemment qu'on pensait tous à Liverpool. Mais pour autant, il a fait en sorte de gagner le match à Rennes. Il a fait en sorte d'impliquer tout le monde. Donc, si jamais j'ai un discours aussi pas humble ou faussement modeste, peut-être pour certains supporters qui nous écoutent de l'OM, si je te dis vraiment que Paris va être sérieux et Paris va faire attention à ce que va proposer l'OM, c'est parce que Luis Enrique en est convaincu et il a persuadé ses joueurs que Marseille, c'est une équipe qui peut nous proposer des problèmes, tu vois. Donc c'est vraiment aussi, ça me permet, désolé aux fans marseillais si je suis long là-dessus, mais ça permet un peu de souligner le travail de Luis Enrique. Il a fait un travail qui, au-delà de la tactique, est aussi mental. Il a changé l'état d'esprit de cette équipe qui parfois était cette équipe qui était arrogante, qui pensait que à la Ligue des Champions, etc., etc. Donc franchement, le match de dimanche, je pense que tout le peuple parisien va le prendre au sérieux. Alors il y a toujours des gens qui aiment chambrer ou qui sont tu vois, arrogants ou rêveurs, mais je suis persuadé que l'état d'esprit parisien dimanche sera de faire comme si c'était un match de Ligue des Champions, tu vois, pour ne serait-ce que pour l'hégémonie, pour le prestige et pour montrer que le meilleur club de France c'est le Paris Saint-Germain, même si là vous serez pas d'accord. Mais écoute, non, pour le moment, c'est vrai que sportivement, il y a rien à dire et je vais pas le dire parce que ça me ferait mal à la gorge. Mais pour le moment, il y a rien à dire. Quentin, et même même Joe, si tu veux réagir, tu vois, Quentin, moi, ce qui me fascine dans les paroles de Joe, c'est qu'ils ont pas peur de ronger au milieu de terrain quand même. Oui, ouais, bon, moi, si j'avais été à leur place, je me caguerais dessus, Warren, tout ça. Attention. Attends, parce que je vais rebondir encore sur le match d'hier. T'as vu que João Neves, il est quand même allé au duel aérien avec Van Dijk. Ouais. Il fait 1m60, le gars. Donc non, mais moi déjà je suis fan de Valentin Rongier. Je trouve que le mettre au poste de défenseur ou latéral, je crois qu'il jouait latéral, c'est ça contre Lens. Parce qu'il y avait pas le choix en fait. Il y a si tu veux, il y a
on n'a pas de banc au niveau de la défense, ce qui fait et malencontreusement, on est blessé en défense. Donc, Ouais. voilà. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de mercato, on va dire, dans ce sens-là, en début de saison. On a pris Felipe. Mais pourquoi il joue pas, lui? Et ça fait 3 semaines qu'il est là. Physiquement, il pourrait. Alors, il y a eu pour l'instant des problèmes physiques. Apparemment, il se serait reblessé quand il est revenu ici. Alors ensuite, par rapport à Lens, c'est parce que c'est un contexte tactique, parce qu'apparemment, il peut pas jouer. Enfin, de ce que j'ai lu, c'est un contexte tactique. Enfin, tu te demandes pourquoi il est venu, quoi, en fait. Je sais pas. Écoute, Parce que moi, je veux bien un problème tactique, mais entremettre Rongier, qui est l'un de tes meilleurs éléments, en galère sur un match et sur un poste qui n'est pas le sien, ou alors mettre un mec qui est à moitié là. Enfin, je trouve que mettre Rongier latéral, c'est pas lui rendre service, quoi. Non, non, mais bon, après il avait eu ce poste-là sous Sampaoli, il avait quand même fait des grosses perfs aussi, hein. D'accord. Donc je pense que c'était une des meilleures solutions que tu pouvais avoir à ce moment-là, mais il est évident que Valentin Rongier doit revenir dans le cœur du jeu. Et un Valentin Rongier dans un gros niveau, on l'a vu en Coupe de France face à vous au Vélodrome, c'est très 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 costaud. Il peut ratisser tous les ballons. Quentin, pour toi, on va dire logique Bennacer Rongier sur le milieu. Bah, c'est surtout que t'as pas le choix. Non, tu peux refaire Rossane Rabiot. Oui, mais ça veut dire que tu mets Nadir et je suis pas fan. Tu verrais pas Rabiot Bennacer. Non, non, pour moi, ce sera Rongier Benasser. Et j'ai plutôt hâte de voir cette association-là, moi, pour le coup. Maintenant, tu as devant la possibilité de remettre un Rabiot avec un Greenwood devant, derrière l'attaquant. Donc, à voir. Moi, j'attends de voir ça. Mais je pense qu'au milieu, ouais, ce sera plus Rongier, Rabiot, pardon. Putain, non. Oula, Rongier Benasser. tu vas y arriver, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Bien sûr, Luis Enrique et Greenwood, vous les voyez, enfin Quentin, tu les vois reprendre leur Ils poste. démarreront, ouais. Ouais, ouais. Pour moi, ça va démarrer. Ça va démarrer pour toi avec Gouiri, ça changera pas. Ça Euh, changera Gouiri, et en défense centrale, parce que c'est vrai que c'est un peu pour nos auditeurs, c'est vrai que c'est un peu l'angoisse, c'est les week-ends de l'angoisse avec cette défense, parce que quand on voit que c'est Léo Balerdi qui est notre défenseur prime, on se dit que vraiment on nous respecte pas défensivement. pas. On va pas reprocher à Balardi de faire des bons matchs non plus. Non, mais heureusement qu'il en fait. C'est quand même on va pas reprocher à un ouvrier de faire son travail. Donc heureusement qu'il fait le taf. C'est pas ça. C'est que le souci, c'est qu'il il est très irrégulier comme garçon. Et c'est qu'il est très idiot. J'ai toujours dit que c'était un des joueurs les plus idiots avec Palois qu'on ait, en fait. Au niveau des cartons, au niveau de l'engagement, il est bête. Donc moi, c'est mon. Tu peux t'engager physiquement, on va dire comme un homme, si on doit vraiment avoir cette expression des années 80, tu vois. Mais être intelligent. Quand tu vois un Virgil van Dijk, par exemple, tu l'as cité, Joe, très peu de cartons, défensivement propre, par contre très solide. Tu vas au contact avec lui, tu sais qui il est, quoi. Que Balerdi, on l'a vu, il peut très rapidement sortir des matchs, il peut faire des trucs hasardeux. C'est compliqué. Donc en défense centrale, on a le retour de Balerdi, de Cornelius et de Kondogbia. Donc Je pense que ce sera ça. ça sera ça. Bon, Ouais. écoute, on va mettre quand même un cierge pour ce classico. On va passer au pronostic en restant bien sûr le plus objectif possible, Quentin. Mhm. Le prono. Voilà, le désespoir. Prono buteur. Voilà, vas-y. Allez. Non, mais on va prendre tarif. On va prendre Ah oui, 3-0. Ouais, bah oui, allez. Ah, on perd 3-0. d'accord. Joe? Euh, Franchement, ouais, je pense que je vois une large victoire du Paris Saint-Germain. Après, c'est pas impossible que vous marquiez un but. Alors, je vais jamais prononcer le mot de votre numéro 25 parce que j'espère qu'il va faire un très mauvais match. Mais je sais pas, je vois bien un but, je sais pas, d'un des deux ailiers, soit Greenwood, soit Luis Enrique. Mais ouais, je dirais peut-être 3-1 ou 4-1. Je dirais 4-1 parce que je vois quand même une grosse prestation parisienne et une petite réaction quand même marseillaise.
Je sais pas. Après, peut-être que ça va être un tout autre match, hein, mais moi, je vois pas autre chose qu'une victoire. Déjà, quand on n'est pas bien, on gagne ses matchs. Mmh. Alors, quand on est bien, j'ose pas imaginer. D'accord. Bah, moi, je 4-0 avec 2-0 à la au bout de 20 minutes et un carton rouge. Moi, je dis, tu sais quoi? Je le coche. Bah, par contre, j'espère vraiment J'espère pour aussi. être pour avoir le non, mais pour avoir la vision marseillaise, j'espère vraiment qu'à aucun moment l'arbitrage ça le match n'a pas encore commencé, la préparation va commencer gentiment là dans les prochaines heures, mais j'espère vraiment que dans la préparation mentale du match, à aucun moment De Zerbi parlera de l'arbitrage. Parce que vraiment, je pense que c'est pas rendre service, hem, à cette équipe. Cette équipe, elle a trop souvent été, persuadée qu'il y avait un truc contre elle. Alors peut-être que parfois, oui, il y a eu des erreurs, contre l'OM, il y en a eu à Rennes, il y en a eu, je vais pas tous les citer. Oui, il y a eu des erreurs contre l'Olympique de Marseille, mais mais il faut rester dans ce match parce que il y aura des situations où Paris, en fait, ils ont tellement des joueurs aussi qui vont oser aller au duel physiquement, Vitinha, physiquement, João Neves, ils vont venir te faire Oui, chier et ça va. choper Oui, des petites fautes tactiques à la con qui vont réussir à se faire siffler. bien sûr. Et si jamais ça le fait 3, 4, 5, 6 fois, il faut pas que les joueurs sortent du match, Bien sûr. et que Balerdi sorte du match aussi. Pour moi, c'est la plus grosse inquiétude de votre côté. Balerdi, je trouve que mentalement, il a du mal à gérer les grosses affiches. Mais il faut à aucun moment que l'arbitrage ne vienne polluer votre préparation Bien sûr. mentale. Non, mais Et même si ça siffle contre vous, vous devez rester persuadé que vous avez les armes pour marquer ah en non, mais contre. Donc, la pression, c'est pas un souci. L'arbitrage, j'ai envie de te dire, dans un contexte un peu plus large, l'arbitrage ne doit pas polluer un classico. L'arbitrage doit être, pour moi, au niveau et j'espère que, bah, l'arbitrage sera au niveau de la Ligue 1 et qu'on montrera, que l'affiche de la Ligue 1, vaut les affiches de Première Ligue, de Bundesliga, de Liga. ouais, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, la semaine dernière à Rennes, Barcola, il a pris, enfin, tu sais, il a tendu sa main à un moment donné où le ballon sortait, tu Ouais, vois? ouais. Pareil, Dembélé, à un moment donné, il veut mettre sa main en rigolant avec, j'allais dire Bamba Dieng, non, avec, Brice Samba. Mais ce genre de petits trucs-là, il faut pas que ça vienne te polluer. Tu te dis: «Putain, mais t'as vu, il fait un geste comme ça, il est même pas averti pour ça». Il faut pas que ça vienne te polluer parce que déjà que tu vas avoir une équipe qui est sûre de sa force. Si en plus tu te persuades que l'arbitre, il va plus siffler, pour le PSG, Mmh. et ça va te niquer. Et en plus, je trouve que Paris a tendance à faire, à provoquer ces petites fautes tactiques que tu es obligé de faire pour couper un peu les circuits de passe. Ouais. Donc, faut vraiment pas que De Zerbi, de toute façon, c'est pas trop son genre. Mais il faut vraiment pas que l'arbitrage vienne dans la préparation mentale de ce match côté marseillais, sinon ça va pas jouer en votre faveur. Eh beh, écoute, ça sera le mot de la fin. Merci Joe pour venir, eh beh, à la Avec plaisir. commanderie. Pour à chaque fois, tu es fidèle, tu es ici à la maison, bon, pour faire un petit peu ton pitch, on te retrouve, eh beh, bien sûr sur tous les réseaux, Joe Ferdinand, sur toutes les anecdotes foot, Exactement. F1 aussi, tu fais un peu tout. Ouais, exactement. Ça reprend la F1 là, donc on va y retourner. Et si jamais là, ça vous intéresse, je viens de sortir un TikTok, un réel Instagram sur pourquoi Donnarumma est si fort sur les pénaltys. Du coup, si jamais vous chopez un penalty, si jamais vous voulez le savoir avant le match, n'hésitez pas à aller voir Eh ce ben, petit voilà. TikTok. Et parce que si vous avez un penalty, sachez que Donnarumma l'arrêtera. Eh ben voilà, message passé pour les supporters marseillais, même pour ceux qui travaillent à l'Olympique de Marseille. Regardez bien le TikTok de Joe Ferdinand. Comme ça, vous préparez bien nos chers poulains pour au cas où si on a un penalty. Ça serait miraculeux qu'on en ait un, mais au cas où si on a un penalty, ça serait pas mal de le marquer. Quentin, merci d'être toujours là. mon Bien petit- sûr. Bien sûr, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on dit Ah, j'avais oublié. Attends, je t'ai niqué un peu dans ta sortie d'émission, Pourquoi? mais j'avais oublié de noter un gros point faible du Paris Saint-Germain. Ah ben le mot de la fin, vas-y. C'est quoi le Ah mot? ouais, c'est pour vous aider, les gars. Vas-y. Mais le Paris Saint-Germain est très mauvais sur coup de pied arrêté défensif, hein. Ça, je pense que vous le savez. Mais Mmh. encore hier, il y a eu un nombre de corners où moi, j'étais en tachycardie, parce que surtout que t'as deux mecs qui font un 95, t'as Van Dijk et Konaté. Mais le Paris Saint-Germain, sur les coups de pied arrêtés défensifs, c'est très, très compliqué. Donc, attention aussi, du côté de ce niveau-là, du côté Paris Saint-Germain. Donc, si jamais il y a des tacticiens qui nous écoutent de l'Olympique de Marseille, il faut bosser là-dessus. La tête de Rabiot sur un corner au Parc des Princes. Non, non,
Déjà, c'est Voldemort, on n'a pas le droit de dire son nom en ma présence. La tête d'Adrien Rabiot, c'est dit, je pense. Je l'ai dit à l'aller, bon, ça s'est pas produit, mais je pense que maintenant que tu dis ça, allez, pourquoi pas. Et on va finir sur la tête de Rabiot au Parc des Princes. Allez, l'OM. Je m'en vais du coup, je me déconnecte. Ciao l'équipe. Ciao. Ciao.